Merci beaucoup. Je suis tout à fait ravi de me retrouver à Bruxelles cet après-midi. Alors, tout d'abord, nous allons quitter le monde des capitales dans lequel nous étions ce matin pour nous retrouver donc à Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville qui est beaucoup moins importante. Il faut d'abord avoir ça dans la tête, puisqu'elle compte 40 000 habitants au début du XVIIIe siècle. Elle en comptera 110, 115 000 à la fin, portée par la croissance de l'Atlantique. C'est donc dans ce contexte que je vais étudier les hôtels de deux personnages qui sont au sommet de la noblesse bordelaise. La noblesse bordelaise, ce n'est absolument pas la noblesse d'épée. Il y a une dizaine de familles d'épée. La noblesse bordelaise, ce sont des familles de robes qui sont arrivées uniquement par la magistrature à la suite d'un anoblissement essentiellement au Parlement. Et nous prendrons l'exemple d'Arnaud, du président de Pontac, et de l'avocat général Sage. Ces deux personnages ont déployé leur activité à un siècle de distance. Je crois qu'il est nécessaire d'abord de les présenter. Le président Arnaud de Pontac. Alors, le président Arnaud de Pontac, c'est une famille dont on a les premiers signes à la fin du XVe siècle et un maire de Bordeaux en 1505. Cette famille occupe des charges financières durant tout le XVIe siècle. Au XVIIe siècle, elle investit le Parlement avec plusieurs présidents et avocats généraux successifs, dont Arnaud de Pontac, qui est au sommet de la carrière, car il a fait le choix du roi durant la Fronde, et en 1653, le roi le nomme premier président du Parlement. Il décédera en 1681, et il occupe l'hôtel dont je vais vous parler, qui s'appelle la Maison Daurade. Il possède plusieurs dizaines de seigneuries en Bordelais. Le deuxième personnage, et vous pouvez mesurer le saut dans le temps que nous venons de faire, se retrouve un siècle plus tard, puisqu'il se marie en 1760. Lui, c'est un noble de beaucoup plus, de fraîche date, puisque son père était un grand négociant qui avait fait une grande partie de sa fortune dans la traite négrière. Dès qu'il devient avocat général, il n'a qu'un souci, c'est celui de se faire bâtir une grande propriété. D'abord, il se fait bâtir plusieurs châteaux en Bordelais, et il se fait bâtir un hôtel qui est situé en face, pratiquement en face, de la Maison Daurade dont je vous parlais tout à l'heure. Il sera maire de Bordeaux, car c'est quelqu'un qui est très proche des Lumières, compromis auprès des Girondins, et guillotiné en 1794. Il est à la tête de la plus grosse fortune bordelaise, entre 8 et 10 millions de livres. Il a réinvesti l'argent de son père dans l'immobilier, en particulier en achetant plusieurs emplacements du château Trompette, la vieille forteresse qui surveillait Bordeaux depuis le XVIIe siècle et qui est démolie, que l'on commence à démolir à la veille de la Révolution. Donc, Sage fait construire sur l'un de ces emplacements l'hôtel dont nous allons parler. L'autre spécificité, c'est que l'hôtel de Pontac, la Maison Daurade, est un hôtel qui a été démoli au début du XIXe siècle, dont nous n'avons plus aucune trace. Nous n'avons rien gardé, aucune gravure, simplement des coupoles sur une gravure de Van der Heim qu'on voit passer par-dessus les murs au milieu du XVIIe siècle. Rien d'autre. Par contre, vous le verrez, l'hôtel Sage existe toujours. Les deux hommes se retrouvent ainsi au sommet de leur cité, à un siècle de distance. Il leur faut donc inscrire leur réussite dans la pierre pour conquérir l'espace urbain. Leur ascension, plus ou moins rapide, je l'ai retracée rapidement, n'est-elle pas visible dans les modalités de la construction? C'est une question qu'il nous faudra résoudre. Le modèle classique des élites urbaines de l'hôtel entre cour et jardin serait-il suffisant pour deux personnages dont les revenus pouvaient permettre de construire un véritable palais à l'italienne? Et je m'intéresserai successivement au plan, à la façade et un petit peu, en fonction du temps que me laissera le président, à l'intérieur. Deux palais à l'italienne. D'abord, les conditions de la construction.
La maison d'Orade. Le premier signe que nous ayons de la maison d'Orade nous est laissé par un voyageur, Pierre Bergeron, qui visite la Guyenne en 1612 et qui confirme bien qu'il a affaire à un véritable palais qui a été édifié en réalité en plusieurs étapes. On est face à un hôtel auquel, à chaque génération, on rajoute des éléments. Il y a le palais du sieur Pontac, qu'il fait rebâtir de neuf. Le vieux l'appelait la maison d'Our, à cause que le dedans était tout doré. C'est effectivement à partir de l'année 1611 que l'on découvre des travaux entrepris dans la demeure, ce qui confirme que la maison d'Orade était une maison familiale réalisée sur plusieurs générations. On retrouve des traces dans les registres de la Jurade, justement à partir de 1611, année durant laquelle le seigneur de Pontac fait rebâtir la fontaine Trompette qui est en face de sa maison. Effectivement, cette fontaine était à l'époque polluée, elle était dite gâtée et corrompue, et Pontac l'a fait donc rebâtir et recreuser. Le 16 avril 1611, M. de Pontac obtient l'autorisation, il demande l'autorisation au Jurat, c'est assez long à obtenir, et il obtient l'autorisation de décharger les terres et de délivrer de sa bâtisse sur la dite place du côté de la grande rue du Chapeau Rouge. L'hôtel, symbole de la réussite des Pontac, est ainsi mis au goût du jour à chaque génération, et cela jusqu'à sa vente qui va survenir le 27 février 1744. Car, et on en a parlé un petit peu ce matin, au travers des propos d'Alexandre Gadis, ce qui est caractéristique de ces hôtels, c'est que très souvent, il y a une période il y a un apogée et ensuite un déclin. Et c'est bien le cas de l'hôtel de la Maison d'Orade, puisqu'il sera revendu en 1744 par le petit-fils d'Arnaud de Pontac à des banquiers d'origine hollandaise, les Cloques, qui passeront l'acte à Paris. François Armand Saiges, lui, est au contraire un homme nouveau. Le maréchal de Richelieu a attiré dans la ville l'architecte Victor Louis pour la construction du théâtre, et donc Saiges s'adresse à Louis dans la mesure où le maître d'œuvre entend veiller sur l'environnement immédiat de la salle de spectacle. Louis édifie sur l'emplacement un hôtel que nous allons voir dans quelques instants qui occupe 1900 mètres carrés et, si l'on en croit le rôle des ouvriers, qui est un gros chantier, puisque d'avril à mai, c'est-à-dire sur moins d'un mois, sur 15 jours, d'avril à mai 1776, l'entreprise est vraiment colossale. Il y a à cette date 44 tailleurs de pierre sur le chantier, 26 maçons, 57 manœuvres, 12 porte-pièces et 16 autres ouvriers spécialisés. C'est un véritable palais italien qui s'inspire en réalité de ce que Louis a vu à Rome. Il s'inspire du palais Mancini, qui était le siège de l'Académie de France à Rome, qu'il avait fréquenté en tant que pensionnaire. Sur les deux façades, il y a incontestablement un air de grandeur. Le hasard, mais aussi le prestige du quartier et la place constructible avaient donc voulu que les deux demeures se fassent pratiquement face. L'hôtel de Pontac s'élevait non loin du vieux rempart, avec cette description que nous avons au moment de la vente de 1744, la maison dorée, vulgairement dorade, ayant deux issues, l'une au nord dans la rue appelée Médoc et l'autre au midi dans la rue Saint-Rémy, avec ses cours, jardins, chapelles et tout ce qui y est attaché et dépend de la maison, confrontant en entier du côté du Levant à la maison, jardin et remise du sieur de Laborie, conseiller au Parlement de Guyenne, et ainsi de suite. Donc nous avons une bâtisse qui est au milieu d'autres hôtels de parlementaires. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'autres traces. Le président Arnaud de Pontac fait dresser un nouveau portail dans les années 1620. Il demande l'autorisation. Et alors, la seule chose que nous ayons, c'est ceci, qui est un vieux plan de la fin du XVIIe siècle, où vous voyez que l'hôtel de M. de Pontac est effectivement indiqué, avec un gros bâtiment central. La rue Saint-Rémy, dont il était question dans l'autre texte, dans le texte précédent, est ici. Le cours du Chapeau Rouge est ici. Les défenses du château Trompette sont ici, porte du Médoc. Donc, l'hôtel de Pontac est...
quand les défenses du château Trompette seront démolies à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, l'hôtel Sège, que nous allons voir dans quelques instants, il est absolument en face. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Bordeaux, vous avez ici le cours du Chapeau Rouge. Voilà. La fontaine Trompette dont j'ai parlé tout à l'heure, elle était installée sur la petite place. Ça rappelle un petit peu l'hôtel d'Albertas à Aix-en-Provence, pour ceux qui connaissent. Enfin, il me semble. Donc, en 1624, le fils de Pontac demande la permission de faire, je cite, un avancement de 2 pieds 1 pouce en dehors du portail de sa maison pour construire un nouveau portail avec 4 colonnes doriques sur un piédestal de chaque côté. Et je pense que le portail en question doit à peu près, vu la description, correspondre à ceci. Ceci, c'est le portail de l'hôtel de Pichon, qui est le grand rival, en réalité, au moment de la fronde de Pontac, et qui, dans les mêmes années, se fait construire ce portail. L'hôtel de Pichon il existe encore, mais il a été profondément remodelé, et le portail a été déplacé. Il a été placé devant un hôtel qui est un hôtel du XVIIIe siècle, en réalité, qui est l'hôtel Jossène de Poissac. Donc, je pense que ça devait correspondre à peu près à cela. À part ça, on n'a rien. On a une gravure de Vandérem où l'on voit 3 coupoles surmontées de lanternons qui sont assez bien visibles et qui constituaient un mode de couverture assez fréquent à l'époque. Le terme de doré ou dorade, avec lequel on désigne ce palais urbain, reste tout aussi mystérieux. Venait-il de ces coupoles, ou l'avait-on nommé ainsi à cause de ses dorures internes, de ses lambris, de ses poutres, voire peut-être, c'est une autre hypothèse, de l'utilisation assez massive à l'intérieur, on le voit dans l'inventaire de 1681, de cuir doré. On en reste en tout cas aux hypothèses. La façade de l'hôtel Sège, que vous avez ici sur cette gravure, la façade de l'hôtel Sège, telle qu'elle fut voulue par Victor Louis, est parfaitement connue, puisque nous avons conservé l'élévation qui est dressée ici par Louis. Donc, je vous l'ai dit, il se souvient de Mancini en développant la noble façade sur 9 travées. Elle présente 4 colonnes toscanes portant un imposant balcon à balustre auquel répondaient de part et d'autre des balcons qui sont sur console à enroulement. L'artiste a orné la base d'un puissant bossage à refend et souligné de claveaux décrochés le cintre de chaque arcature. Une puissante corniche surmontée d'une balustre termine cette noble façade qui apparaît véritablement très calme et forte. Les réminiscences de la façade du palais romain, dessinée entre 1687 et 1689, sont nombreuses, mais le décor fait preuve de plus de sobriété et les proportions me semblent mieux équilibrées. Par leur taille, par leur dimension, par la qualité architecturale de leurs extérieurs, les 2 hôtels étaient bien 2 palais urbains qui affichaient avec ostentation la puissance de leurs propriétaires. Intéressons-nous maintenant à la distribution intérieure. La distribution intérieure de la maison d'Orade, tout d'abord. L'inventaire auquel procède le notaire le 28 août 1681, à la suite du décès du premier président Arnaud de Pontac, nous révèle avec précision le cadre de vie d'un grand magistrat urbain. 48 pièces au total sont recensées, mais on suit parfois le tabellion dans un véritable dédale qui rend impossible la reconstitution d'un plan et traduit la complexité d'un bâtiment édifié en réalité sur plusieurs générations. Depuis l'entrée de l'hôtel, on accède assez rapidement aux pièces de réception. Elles occupent le rez-de-chaussée et l'étage noble du corps de logis principal, avec les appartements du maître et de la maîtresse de maison. Le temps des salles à manger et des salons n'est pas encore venu. La réception s'effectue dans 2 grandes salles, la salle basse d'une part, la salle haute d'autre part, qui étaient superposées et qui regardaient sur les 2 cours que nous avons vu tout à l'heure sur le petit plan, pour obtenir manifestement le maximum de luminosité, car la luminosité n'est manifestement pas la qualité principale de l'intérieur de la bâtisse.
La grande salle, apanage des foyers privilégiés, était plurifonctionnelle, puisqu'on pouvait aussi bien y prendre les repas en famille, y recevoir une compagnie importante, en utilisant les nombreux sièges, s'isoler autour d'une table à jeu, ou le soir venu, s'installer devant la cheminée. On trouve dans l'intérieur du bâtiment des couroirs afin de faciliter la circulation. Ils conduisent en particulier vers le deuxième espace de la demeure, celui des chambres, qui n'étaient pas encore manifestement des lieux privés, ce qui est tout à fait classique pour l'époque, puisqu'elles se présentent comme des chambres de parade où l'on reçoit, vu le nombre de sièges, et où l'on renferme un certain nombre d'objets de collection. J'en reparlerai tout à l'heure. Le cabinet d'Arnaud de Pontac, donné par une croisée sur la rue Saint-Rémy, que nous avons vue, et de l'autre côté, sur un parterre intérieur. De petite dimension, il était tendu de cuir doré, sur lequel reposaient des peintures à sujet religieux, comme Notre Seigneur au Jardin des Oliviers. Nous avons affaire avec Arnaud de Pontac à quelqu'un qui est extrêmement proche des jésuites et qui s'intéresse énormément à la controverse religieuse. En 1689, François-Auguste de Pontac, qui est le fils du premier président, qui est simple conseiller, emploie dans cette maison un secrétaire, un valet de chambre, un sommelier, un cuisinier, 2 cochers, un garçon de cuisine, un portier, un muletier, un palefrenier, 4 laquais, au total une quinzaine de personnes. Enfin, ce style de palais comportait des pièces que l'on ne rencontrait nulle part ailleurs dans la ville. On y retrouve en particulier une galerie qui permet au président d'exposer ses œuvres d'art, et on retrouve également une chapelle. L'intérieur d'Arnaud de Pontac restait un cas unique dans bien des domaines. Dans la ville, aucun autre hôtel de parlementaire ne présente la même importance à la même époque. Cela explique facilement pourquoi, à l'occasion du passage du roi à Bordeaux en 1669, le duc de Vendôme avait été logé dans la maison du premier président, qui était incontestablement l'une des plus belles et des plus réputées de la ville. Avec Sège, c'est véritablement à la quintessence du confort des Lumières que nous avons affaire. Voulu à la mesure de la fortune de son propriétaire, l'hôtel Sège était également un immense édifice dont l'aménagement intérieur était parfaitement rationnel, car il avait été élaboré en une seule campagne de construction. À la différence de la Maison Daurade, le plan là est bien connu, car la saisie révolutionnaire et surtout le remariage de la veuve Sège avec le négociant Coudol engendrèrent plusieurs expertises. Une première description eut lieu sous le Directoire, mais c'est la seconde sur laquelle je me suis appuyé, qui est conduite le 26 janvier 1807 par les architectes très connus, néoclassiques, Combes et Lotte, qui détestaient Victor Louis, mais qui sont manifestement très impressionnés par le lieu sur lequel ils expertisent. Cet hôtel consiste en bâtiment très considérable. Il contient dans son intérieur une cour vaste et un jardin, à la suite peu spacieux à la vérité, mais qui ajoute considérablement par sa position à l'agrément de l'habitation. Au rez-de-chaussée commence à se déployer la magnificence de cet édifice. Un grand vestibule à colonnes isolées sur lesquelles reposent les 9 voûtes plates qui le décorent, précède un grand escalier auprès duquel on descend de voitures à couvert, une cour spacieuse présente dans son pourtour, un espace propre à les recevoir à son extrémité, une colonnade à jour laisse pénétrer l'œil à travers le jardin pour de là aller se reposer dans un petit temple pratiqué dans le rez-de-chaussée de la petite maison qui fait partie de l'hôtel, et dans le milieu est une statue. Et il évoque ensuite les écuries. Alors, le plan, le voici. Le fameux jardin, le voici. La petite maison, elle est à l'arrière. Aujourd'hui, le cours du Chapeau Rouge est ici. L'entrée de l'hôtel est ici. Il a été très profondément transformé au XIXe siècle, parce qu'il a été transformé en préfecture au XIXe siècle, et donc la colonnade ici a été assez largement détruite, le jardin a été détruit, et à l'arrière, ils ont
construit au XIXe siècle un autre bâtiment en symétrique qui permet de passer sur la rue Esprit-des-Lois. Alors l'importance des voitures, dont on parlait, et des entrées dont on parlait ce matin, bien évidemment. Malheureusement, peu de créations de Louis ont été aussi modifiées que l'hôtel Sège, et aujourd'hui, le vestibule seul témoigne de ce qu'a été la beauté de l'ouvrage. C'est-à-dire que seule cette partie-là est restée intacte. Poursuivons néanmoins notre visite sous la conduite de nos guides, que sont les deux architectes, qui laissent filtrer sous leurs plumes toute leur admiration, malgré la jalousie qu'ils éprouvent pour le concepteur. Alors, je vais passer sur cette citation qui est extrêmement longue, parce que je manque de temps. Cependant, pour la résumer, on distingue très bien la gradation des pièces de l'appartement d'Apparat. Dès la descente de voiture, on reste à couvert avant de gravir l'escalier qui conduit à l'étage noble. En effet, au rez-de-chaussée, c'est ce que je disais à Alexandre ce matin, il y avait un certain nombre de boutiques, puisqu'on louait très souvent à Bordeaux les rez-de-chaussée à des marchands de luxe, très souvent. Deux antichambres, dont la décoration de plus en plus élaborée marque la progression qui mène au salon, se succèdent. La seconde est une sorte d'avant-scène où l'on doit commencer à ressentir le genre de sensation que l'on éprouvera dans les pièces de réception. Ensuite, on passe dans un salon. Il y a plusieurs salons, les uns derrière les autres. La comparaison avec la Maison Daurade fait apparaître de manière flagrante la diversification des pièces. Nous avons à l'intérieur une démultiplication des pièces, boudoir, cabinet de toilette, cabinet à l'anglaise, bain, puisque dans les combles, Sège a fait installer une citerne qui permet d'approvisionner plusieurs cabinets de bain qui sont situés à l'intérieur de l'immeuble. Autre aspect essentiel, Victor Louis a particulièrement travaillé sur la circulation en rendant les pièces indépendantes les unes des autres, ce qui n'était pas le cas à la Maison Daurade, et en isolant les circulations domestiques. Les activités dévolues au personnel de maison sont placées à l'écart des appartements. On n'y trouve plus aucune indication décorative. Les sensations sont sacrifiées à l'efficacité, à la commodité, très clairement mise en avant d'ailleurs par les deux experts dans le passage que vous avez sous les yeux. La multiplicité des dégagements apporte une réponse au désir d'intimité et en même temps améliore la qualité et la rapidité du service. Enfin, en un siècle, qui se passionnait pour les questions d'hygiène, pour la circulation des fluides, l'adduction d'eau est assurée par le fameux réservoir dont je vous parlais il y a quelques instants. Achevé en 1778, l'hôtel de Monsieur l'avocat général présentait une façade italianisante et un intérieur qui annonçait les théories que l'on retrouve par exemple chez Le Camus de Mézières, et qu'il développera d'ailleurs 2 ans plus tard dans Le génie de l'architecture. Si l'on s'intéresse un petit peu plus à l'intérieur, on a affaire à 2 foyers d'art et de culture. Combien il me reste? 5 minutes? 5 minutes. D'accord. Donc, je vais aller vraiment à l'essentiel. Je vais m'intéresser à 3 aspects à l'intérieur. Le mobilier, les collections et les hommes de culture. Donc, simplement à grands traits, et tout sera bien évidemment publié dans la version définitive. Le mobilier, eh bien, dans la Maison Daurade, le mobilier de luxe, d'ébénisterie, il est incontestablement au niveau des cabinets, ce qui n'est pas original du tout. On compte 9 cabinets, des cabinets qui sont incrustés de manière précieuse. Dans l'inventaire, on nous les dit incrustés à façon d'Allemagne, très exactement, et qui ont été installés dans les appartements de monsieur et de madame de Pontac. Par contre, dans la salle basse, qui est une salle de réception, eh bien, qui est la première des 2 salles de réception, dans la salle basse, on a un mobilier qui est un mobilier tout à fait ordinaire, qui est un mobilier de menuiserie, comme dans tout le reste de l'hôtel. En réalité,
le luxe dans la maison Daurade, il s'exprime avant tout dans les dorures et surtout dans les tapisseries. Des collections tout à fait remarquables de tapisseries. Avec François Armand Saiges, un siècle plus tard, l'intérieur s'est éclairé, puisque la lumière entre généreusement par les différentes travées qui percent les pièces, et que nous avons vu tout à l'heure, et il y a une démultiplication des meubles, avec surtout une accumulation des petits meubles, des encoignures, des chiffonnières, des cabarets, des tables à jeux, et surtout une démultiplication du mobilier en acajou. François Armand Saiges utilise un bureau à 12 tiroirs, un secrétaire en bois d'acajou formant commode à 3 tiroirs, là où M. de Pontac n'avait qu'un simple bureau qui a l'air fort simple si l'on en croit l'inventaire, les inventaires n'étant pas toujours suffisamment précis en la matière. Vous avez là, je passe, vous l'aurez dans la... Ah non, je ne l'ai pas remis. J'ai fait tout le descriptif du mobilier de Saiges que vous avez sous forme de tableau. Deuxième aspect de ces deux hôtels, ce sont de véritables réceptacles pour les œuvres d'art. Incontestablement, M. de Pontac est un collectionneur, ce que n'est pas Saiges. Il a habillé de tapisserie les murs de son habitation. Il installe les tapisseries, en particulier dans sa grande galerie, et ça fait de la maison Daurade un véritable musée. La maison Daurade est certainement le plus bel exemple bordelais de ce type de démarche, puisqu'on découvre 3 séries de tableaux dans la grande salle du rez-de-chaussée, 14 tableaux, je cite l'inventaire, tant grands que petits, servant de tenture et ornement au-dessus de la boisure. Un deuxième ensemble d'une vingtaine de tableaux dans la grande galerie avec des représentations de marines, de naufrages de vaisseaux, des paysages d'hiver, et un troisième ensemble dans la chapelle et autour de la chapelle, avec des tableaux qui représentent la Passion du Christ, qui représentent un certain nombre de sujets religieux. La maison Daurade a d'ailleurs connu, dans les années 1680, une grande phase d'embellissement sous le pinceau du peintre bordelais Pierre Duclerc, qui travaille dans la demeure à partir de la fin des années 1680 et surtout à la fin des années 1690. Il réalise notamment une nature morte sur les fruits, un paysage, le plafond de la bibliothèque, et il n'oublie pas de faire poser la maîtresse des lieux, Madame de Pontac. Prédominance dans cet immeuble de la peinture mystique, qui n'est absolument pas étonnante quand on fait une étude de la bibliothèque. Saiges, lui, n'a rien d'un collectionneur. Il se comporte plutôt comme un amateur éclairé, comme un esthète qui associe avec goût les objets dans son intérieur. Un jour, il fait l'acquisition d'une sculpture, un hermaphrodite couché en marbre blanc, des bustes, des médaillons en marbre, des figures de porcelaine. On a quelque chose qui est beaucoup moins cohérent que ce que l'on trouve dans l'intérieur de Pontac. L'une des plus belles pièces étant une tapisserie des Gobelins en 4 pièces qui orne les murs de son salon et qui est estimée à près de 4000 livres. Ces hôtels sont enfin des lieux de culture. Alors là, je me suis livré, vous aurez le détail dans la version écrite, à une étude des 2 bibliothèques. Ce qui est caractéristique de la bibliothèque de Pontac, c'est son caractère encyclopédique. Car il fait estimer sa bibliothèque dans les années 1662 par le bibliothécaire Machon, dont l'introduction est très claire. Il fait le lien très clairement entre la nécessité d'avoir une bibliothèque et le prestige que cela va entraîner, puisque Machon écrit ceci: de tous les chemins qui conduisent à la gloire, je n'en vois point de plus certain, ni de plus assuré,
que celui des lettres, parce qu'il est suivi de tous ceux qui s'y prétendent et que l'Église, la robe et l'épée en sont la base et le fondement de la renommée qu'elles se bâtissent. Ce n'est point assez, monseigneur, d'avoir tant d'avantages dans la meilleure noblesse, ni d'être allié même au sang royal comme vous êtes, non plus que d'exercer les premières charges dans la justice. Il fallait qu'un nom si célèbre que le vôtre parût encore dans les bibliothèques et parmi les savants pour être vénéré partout. Donc là, le lien, il est extrêmement clair, le lien entre la magistrature, la culture, le prestige, est très clairement exposé et montre bien que ça devient une valeur nobiliaire essentielle que la culture. Cette bibliothèque est une bibliothèque où il y a 29%, pratiquement 30% de théologie, ce qui n'est pas étonnant du tout vu les sujets des tableaux. Pontac a beaucoup aidé les jésuites à investir la ville, mais ça ne l'empêche pas d'acheter toutes les grandes lectures jansénistes, puisqu'il a l'abbé de Saint-Cyran, Jansénius, les 5 livres d'Antoine Arnaud. Il ne faut surtout pas lire sa bibliothèque comme proche du jansénisme, mais c'est simplement une curiosité véritablement encyclopédique. Il est très, très intéressé par l'Antiquité, très, très intéressé par la littérature. Avec Sage, on n'a pas affaire du tout au même type de personnage. On a 2 bibliothèques à l'intérieur de la bibliothèque de l'intérieur de Sage, 2 bibliothèques qui manifestement n'appartenaient pas au même personnage. Une bibliothèque qui était probablement à sa mère, qui est une bibliothèque de littérature, et sa bibliothèque à lui, qui est une bibliothèque de droit, et en particulier de droit seigneurial. Et quand on sait comment il a constitué ses propriétés, on se doute que ces livres n'étaient pas là uniquement pour leur reliure décorative, mais bien parce qu'il faisait user en particulier, il usait beaucoup de son droit de prélation, c'est-à-dire de son droit de retrait seigneurial, de retrait féodal. Pour conclure, Arnaud de Pontac, comme François Armand Sage, était donc au sommet de la société bordelaise à un siècle de distance. Mais quand l'un habitait dans l'immense hôtel familial qui dominait la ville de ses coupoles, l'autre préféra quitter la vieille maison de la rue Sainte-Catherine pour le confort moderne que le talent de Victor Louis lui proposa. En 1681, comme en 1778, la maison d'Orade, comme l'hôtel Sage, était unique de par la ville, mais les notions d'ostentation, de confort avaient profondément évolué. La passion des objets n'avait plus la même signification, mais ces immenses bâtisses étaient toujours des lieux de pouvoir, de consommation et d'innovation dans le domaine de la culture, des arts et de l'urbanisme. En 1778, les 2 demeures se faisaient encore face, mais les descendants d'Arnaud de Pontac avaient quitté les lieux en vendant la vieille maison familiale le 27 février 1744 à 2 banquiers hollandais, comme une passation de pouvoir, du nom de Thomas et Philippe Clock. François Armand Sage, pour sa part, ne devait profiter que pendant 15 ans de son bel hôtel, réminiscence d'un palais italien dans l'esprit d'un architecte formé à Rome. Au XIXe siècle, il deviendrait maison de jeu, avant que l'État n'en fasse le domaine de l'administration préfectorale et bouleverse en profondeur toute la circulation et l'esthétisme intérieur de la maison. Cela demeure incontestablement le problème du devenir et de la protection dans le tissu urbain de ces très grands immeubles qui restent attachés à la réussite sociale d'un personnage. Par la superficie qu'elles occupent, par le train de vie qu'elles supposent, par les convoitises qu'elles suscitent, elles restent très difficiles à conserver dans le même lignage sur plusieurs générations, beaucoup plus que les châteaux ruraux. Les Pontac y parvinrent, tant qu'ils furent au sommet du Parlement, mais ils ne purent surmonter leurs problèmes de succession au milieu du siècle des Lumières. Au début du XIXe siècle, la maison fut cassée pour réaliser la rue des piliers de tutelle et seule une plaque dans une ruelle maintient le souvenir d'un lieu qui gardait, entre autres, la mémoire des heures les plus chaudes de la Fronde à Bordeaux. Quant à l'hôtel Sage, il a été irrémédiablement mutilé et transformé en de multiples appartements de luxe. Sa remarquable façade, qui existe toujours, masquée par les arbres du cours du Chapeau Rouge, sert simplement aujourd'hui au guide de l'Office du tourisme pour rappeler la grandeur passée du Bordeaux XVIIIe.